Je suis rentré plus tôt ce jeudi-là et j'ai entendu l'eau couler à l'étage. J'ai ouvert la porte de la salle de bain et j'ai vu ma femme depuis 24 ans dans la baignoire avec son beau-frère. J'ai posé mon alliance sur le lavabo et j'ai calmement verrouillé la porte d'entrée. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. À 56 ans, on n'a plus l'énergie pour ces grandes scènes de cinéma. On reste juste planté là, à regarder deux personnes qu'on pensait connaître, et on sent quelque chose se briser à l'intérieur, comme la vieille peinture sur une barrière de jardin. Sylvie a hurlé quand elle m'a vu attraper une serviette. Didier m'a juste fixé, les yeux écarquillés, le visage rouge à cause de l'eau chaude et de sa pure bêtise. J'ai refermé la porte sans un mot, je suis descendu, j'ai posé ma bague sur le comptoir de la cuisine à côté de la radio, et j'ai verrouillé le loquet de la porte d'entrée. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé sa femme. Valérie, ai-je dit quand elle a décroché. C'est Philippe. Il faut que tu viennes tout de suite. Tu dois voir ça de tes propres yeux. C'est à ce moment-là que mon ancienne vie s'est terminée. Mais pour vraiment comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut remonter quelques heures plus tôt, dans cette même cuisine, par ce qui ressemblait à un jeudi ordinaire à Rouen, en Normandie. Je m'appelle Philippe Dubois. J'ai vécu à Rouen toute ma vie. J'ai 56 ans. Et jusqu'à ce jour-là, je pensais n'être qu'un mari comme les autres, entamant la seconde moitié de sa vie, entre boulot et facture. La messe le dimanche, peut-être un ou deux petits-enfants un jour si on avait de la chance. Ce jeudi matin avait commencé comme la plupart des matins dans notre maison de la rue Saint-Hilaire. Le réveil a sonné à 5h30. Je suis sorti du lit, les genoux qui craquaient, j'ai enfilé mon jean de travail et une chemise en flanelle, et j'ai suivi l'odeur du café en bas. Sylvie était à la table de la cuisine, enveloppée dans sa vieille robe de chambre bleue, buvant son café grand-mère dans le mug blanc que la paroisse nous avait offert à Noël dernier. Paroisse Saint-Macloub était imprimée sur le côté en lettres vertes qui s'effaçaient. La petite radio sur le comptoir était réglée sur France Bleu Normandie, un gars parlait de la pluie qui allait s'accrocher toute la journée sur la vallée de la Seine. « Bonjour » ai-je dit en me servant une tasse. Elle n'a pas levé les yeux de son téléphone. « Bonjour. » C'était nous, ces derniers temps. 24 ans de mariage réduits à des bulletins météo partagés et des mastications silencieuses. Pas de grandes disputes, mais pas de grands rires non plus. Je me suis assis en face d'elle et j'ai mis du sucre dans ma tasse. « Tu vas au bureau aujourd'hui. » Demi-journée, a-t-elle dit. J'ai dit à Valérie que je l'aiderais avec de la paperasse, donc Didier est censé passer plus tard. Regarde ce robinet qui fuit à l'étage. Elle a souri en prononçant son nom. C'était rapide, mais je l'ai remarqué. Le genre de sourire que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis longtemps. Le robinet de la salle de bain du couloir, ai-je demandé. Ouais, ça goutte depuis des semaines. Tu n'arrêtes pas de dire que tu vas regarder et tu ne le fais pas. Il n'y avait pas de vraie méchanceté dans sa voix, juste ce ton terne et fatigué auquel je m'étais habitué. Je peux m'en occuper ce week-end, ai-je dit. Didier a déjà prévu d'être dans le quartier. C'est bon, Philippe. T'inquiète pas. J'ai bu une gorgée de café et j'ai laissé tomber. On apprend quelle bataille mérite d'être menée. Un robinet n'en est pas une. Je me souviens l'avoir regardée de l'autre côté de cette table et avoir pensé à quel point elle semblait différente de la fille que j'avais épousée à Saint-Maclou. À l'époque, elle avait de longs cheveux bruns et un rire qui remplissait la salle des fêtes. 24 ans plus tard, ses cheveux étaient plus courts, striés de gris. Elle était toujours belle, juste distante, comme si elle avait marché quelques kilomètres devant moi sans jamais se retourner. À cette heure, j'étais dans mon utilitaire, mon vieux Citroën Berlingot, en direction de l'usine sur la rive gauche. Le même trajet que d'habitude, passant devant le centre commercial qui était autrefois un mammouth. Je suis chef d'équipe de maintenance là-bas depuis 15 ans. Ce n'est pas un travail glamour, mais c'est stable. Vers 11 heures, tout a changé. Une des machines principales s'est grippée avec un horrible bruit métallique. On l'a arrêtée, vérifié les moteurs et les courroies. Il s'est avéré qu'une pièce dont nous avions besoin était en rupture de stock. Le directeur de l'usine m'a regardé et a dit « On est au point mort jusqu'à demain. Philippe, renvoie qui tu peux à la maison. On ne va pas payer les gens à ne rien faire. » J'ai renvoyé quelques gars chez eux, noté ce dont j'avais besoin, puis il a jeté un coup d'œil à ma pointeuse. « Rentre chez toi aussi, a-t-il dit. Pas la peine de traîner ici toute la journée. » Ça faisait bizarre de sortir de l'usine avant le déjeuner. Je suis passé chez Leclerc en chemin, j'ai pris une brique de soupe à la tomate et une baguette.
Je me suis dit que je surprendrais Sylvie, peut-être qu'on aurait un déjeuner tranquille ensemble pour une fois. Rouen semblait grise et humide pendant que je conduisais. Les essuie-glaces couinaient. La radio grésillait à propos d'autres averses arrivant. Juste un autre après-midi normand. Quand j'ai tourné dans notre rue, les maisons étaient toutes les mêmes que d'habitude, des petits pavillons avec des clôtures et des vélos d'enfants dans les cours. Je me suis garé dans l'allée, j'ai coupé le moteur et je suis resté là une seconde, écoutant le tic-tac du moteur qui refroidissait. À l'intérieur, la maison était calme. J'ai posé le sac de course sur le comptoir à côté du mug de la paroisse. La radio était toujours allumée en sourdine, jouant maintenant une vieille chanson de Michel Sardou. J'ai appelé, Sylvie? Pas de réponse. C'est là que je l'ai entendu. Le faible bruit de l'eau qui coule à l'étage. Pas le goutte-à-goutte régulier d'un robinet qui fuit, un son plus plein comme la baignoire qui se remplit. Et en dessous, autre chose. Un rire étouffé, une voix d'homme, sa voix à elle plus douce qu'elle ne l'avait été toute la matinée. Je suis resté là avec ma main sur le dossier d'une chaise de cuisine et quelque chose de froid m'a traversé. Pas un éclair de colère brûlante, juste une ligne froide courant droit le long de ma colonne vertébrale. J'ai marché jusqu'au bas de l'escalier, chaque pas sur la vieille moquette sonnant trop fort. La porte de la salle de bain du couloir en haut était entr'ouverte. La lumière s'échappait en une bande étroite sur le sol du couloir. Je crois que je savais à ce moment-là. Je pense qu'une partie de moi le savait depuis des mois. Ma main n'a pas tremblé quand j'ai atteint la poignée de porte. J'ai ouvert la porte. La vapeur est sortie en premier, chaude et sentant le bain moussant à la lavande de Sylvie. Puis l'image est devenue nette. Sylvie dans la baignoire, les épaules nues, les yeux écarquillés, et juste à côté d'elle, les genoux dépassant de l'eau, c'était son beau-frère Didier Lecomte, agrippant un gant de toilette comme si ça pouvait sauver son âme. Pendant un battement de cœur, personne n'a bougé. Le seul bruit était le robinet qui coulait encore. Philippe a-t-elle haleté, attrapant le bord de la baignoire, essayant de tirer le rideau sur eux. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Le visage de Didier est devenu écarlate. Ce n'est pas. C'est pas. Je les ai regardés pendant peut-être 2 secondes. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je me suis juste penché, j'ai fermé le robinet et j'ai dit calmement, ne bougez pas. Puis j'ai fermé la porte, je suis descendu et j'ai posé mon alliance sur le comptoir de la cuisine. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et je l'ai fixé quelques secondes avant de pouvoir composer le numéro. Ma main ne tremblait pas. Ma respiration n'était pas rapide. Tout en moi était devenu immobile comme le calme qui s'installe sur la scène avant qu'un orage n'éclate. J'ai tapé le numéro de Valérie. Elle a répondu à la 2e sonnerie, joyeuse au début. « Salut Philippe, tout va bien ?» Valérie, ai-je dit. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. « Tu dois venir tout de suite. »« Quoi ? Pourquoi ? Est-ce que Sylvie va bien ? Tu dois voir ça toi-même. » Il y a eu un temps de silence sur la ligne. Puis le faible bruit de clé. « J'arrive, a-t-elle dit. » Sa voix a changé, plus basse, saccadée. « Je ne viens pas seul. » J'ai raccroché et je suis resté au milieu de la cuisine. La pluie tapotait légèrement contre la fenêtre au-dessus de l'évier. L'animateur radio était passé à une histoire de nid de poule sur le boulevard de l'Europe. La maison sentait le café froid et la vieille vapeur de lavande descendant de l'étage. J'ai regardé mon alliance sur le comptoir. Un petit cercle terne. 24 ans condensés dans 1 centimètre d'or usé. Je ne l'ai pas ramassé. Au lieu de cela, je suis allé dans le salon et je me suis assis dans le vieux fauteuil de mon père. J'ai croisé les mains et j'ai attendu. Pas de 100 pas, pas de prière, juste attendre. Et penser à comment un homme pouvait vivre avec quelqu'un pendant 2 décennies et ne pas voir la route sur laquelle il dérivait. Peut-être que j'aurais dû le voir. Peut-être que les signes étaient là. Les soirées tardives à aider Valérie avec la paperasse. Le soin soudain que Sylvie prenait avec ses cheveux et son maquillage comme si elle se préparait pour la femme qu'elle était autrefois. La façon dont elle souriait quand elle parlait de Didier, petit au début puis grandissant avec le temps. Mais on ne veut jamais croire qu'on a été pris pour un imbécile. Pas à 56 ans. Pas après avoir passé une vie à essayer de bien faire. Le bruit des pneus crissant sur notre allée humide m'a sorti de mes pensées. La porte d'entrée s'est ouverte violemment et la voix de Valérie a déchiré la maison comme une tornade traversant un champ de blé.
Où est-elle? Je me suis levé. Salle de bain de l'étage. Mais Valérie n'écoutait plus. Elle montait déjà les escaliers 4 à 4. Des petits pas rapides alimentés par 20 ans de mariage et peut-être 20 ans de suspicion. Derrière elle venait une autre série de pas, plus lents, plus mesurés. Je me suis retourné et j'ai vu une femme que je ne connaissais pas entrer, essuyant la pluie de ses lunettes. Elle portait un blazer gris et tenait un dossier en cuir sous le bras. « Vous devez être Philippe » a-t-elle dit. « Je suis Solange, avocate en droit de la famille. » Bien sûr, Valérie a amené une avocate. Elle a ouvert le dossier d'un geste expert. Allons voir à quoi nous avons affaire. À l'étage, les cris avaient commencé. J'ai suivi Solange dans les escaliers et j'ai trouvé Valérie debout dans l'encadrement de la porte de la salle de bain, pointant du doigt son mari, toujours dans la baignoire, une serviette serrée contre sa poitrine comme un bouclier. Sylvie avait enfilé un peignoir et pleurait, de vraies larmes ou des fausses, difficile à dire. « Depuis combien de temps » a hurlé Valérie à Didier. « Depuis combien de temps tu me prends pour une imbécile ?»« C'est pas ça Valérie, chérie. »« C'est pas » bégayait Didier. Sylvie a essayé d'intervenir. « Ce n'est pas ce que tout le monde pense. » Solange a parlé par-dessus tout le monde, calme comme un juge. Que personne ne dise un mot de plus. La pièce est devenue silencieuse. Elle a levé son téléphone, pris 3 photos, clic, 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 puis s'est tournée vers moi. « Philippe, combien de temps êtes-vous resté en bas avant d'appeler Valérie ?»« 10 minutes, ai-je dit. »« Bien, a-t-elle répondu. » Largement le temps pour un juge de considérer cela comme une période de réflexion. Vous n'avez pas agi sous le coup de la colère. Bien joué. Valérie a aboyé un rire, sec et amer. Tu vois, au moins quelqu'un ici a du bon sens. Sylvie a essuyé son visage. Philippe, est-ce qu'on peut parler seul s'il te plaît? Non, a dit Solange. Vous avez eu votre temps privé avec quelqu'un d'autre. Sylvie lui a lancé un regard noir. Qui êtes-vous? Je suis la femme qui est sur le point de s'assurer que Philippe et Valérie ne perdent pas un centime dans ce gâchis, a répondu Solange. C'est à peu près à ce moment-là que Didier a fait son coup de génie suivant. Il a tendu la main vers son téléphone toujours sur le bord du lavabo et a essayé d'envoyer un SMS en douce. Peut-être pour me supplier de ne rien dire. Peut-être pour avertir la sœur de Sylvie. Ou peut-être qu'il était juste le genre d'imbécile qui pensait pouvoir tourner ça à son avantage. Valérie lui a arraché le téléphone, a regardé l'écran et a laissé échapper un rire dégoûté. « Oh, regarde » a-t-elle dit. « Il t'a déjà envoyé un texto. » Elle m'a fourré le téléphone dans les mains. C'était là. Désolé, Philippe. C'était une erreur. Pièce jointe. La pièce jointe était un selfie de Didier, le visage dégoulinant, enveloppé dans la serviette à fleurs roses que je me souvenais que Sylvie avait acheté chez Carrefour en 1999 pendant une grosse promotion. Il avait dû prendre la photo dans la panique, espérant expliquer quelque chose, s'excuser. Qui sait ce qui se passait dans ce cerveau? J'ai regardé l'écran, regardé Didier, et quelque chose en moi voulait rire, pas parce que c'était drôle, mais parce que parfois on atteint un point où l'absurdité est trop grande pour être traitée autrement. J'ai tendu le téléphone à Solange. Elle y a jeté un coup d'œil et a eu un sourire narquois. « Chérie » a-t-elle dit, s'adressant à moi comme à un enfant. « Cet homme vous fait un cadeau. »« Quoi » ai-je demandé. « Une preuve » a-t-elle dit. « À notre âge, la vengeance n'est pas de crier. C'est de la paperasse. » Au fond du couloir, Sylvie s'est avancée, les mains jointes. « Philippe. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller conjugal. » Valérie s'est retournée vers elle. « Il t'a trouvé dans la baignoire, Sylvie. » Sylvie a sangloté plus fort. « J'ai fait une erreur. » Solange a glissé son téléphone dans son blazer. « Mesdames, ne dévaluons pas le mot erreur. » J'ai senti quelque chose changer en moi à ce moment-là. Pas de colère, pas de tristesse, juste de la clarté. Comme un objectif d'appareil photo qui fait la mise au point. Je n'allais pas frapper. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. Peu importe qui était Philippe Dubois ce matin-là, l'homme calme et fatigué sirotant son café dans la cuisine, il ne reviendrait pas. J'ai regardé Sylvie, je l'ai vraiment regardée, et tout ce que j'ai vu, c'était de la distance. Des décisions qu'elle avait prises bien avant que ce jour n'arrive. Je pars, ai-je dit.
Tu n'auras pas de mes nouvelles ce soir. Elle a essayé de m'atteindre, mais j'ai reculé. En bas, j'ai pris ma veste et mes clés. En franchissant la porte, j'ai entendu la voix de Valérie résonner dans la maison comme le tonnerre. Didier Lecomte, tu me trompes depuis que Chirac était président. La porte d'entrée a claqué derrière moi. J'ai conduit jusqu'au café des sports, celui près de la place Saint-Marc, j'ai commandé une bière pression et je me suis assis dans le coin du fond. Quelques habitués parlaient de leur service militaire pendant qu'un match de foot passait à la télé au-dessus du bar. Et pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas complètement seul. Je me suis réveillé le lendemain matin dans un endroit où je n'avais pas dormi depuis plus de 20 ans. Un hôtel pas cher type Formule 1 en périphérie de la ville. Le genre d'endroit où les rideaux ne ferment jamais tout à fait et le chauffage cliquette toute la nuit. J'avais mal au dos à cause du matelas défoncé et pendant un instant, j'ai oublié pourquoi j'étais là. Puis le souvenir est revenu violemment. La baignoire, la serviette, le regard de Sylvie, le regard de Didier. J'ai balancé mes jambes hors du lit et je suis resté assis là un moment à fixer la moquette, pensant au genre d'homme que j'avais été 24 heures plus tôt. Stable, prévisible, marié. Maintenant, ces 3 mots semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. J'ai vérifié mon téléphone. 3 appels manqués de Sylvie. 2 textos de Didier, tous 2 non lus, un message de Valérie. Philippe, appelle-moi quand tu es réveillé. Solange a des idées. Je n'étais pas sûr de vouloir entendre ces idées, mais ne rien faire semblait pire. J'ai quitté l'hôtel et je me suis dirigé vers le seul endroit où je pouvais penser aller, le vieux garage automobile juste à côté de la route de Dieppe. Mon pote Laurent en était le propriétaire, et il y a des années, il avait rénové l'étage en un petit appartement pour son neveu. Le neveu avait déménagé en Bretagne pour un boulot l'an dernier, et Laurent avait gardé l'endroit vide depuis. Quand je suis entré, Laurent a jeté un coup d'œil à mon visage, a posé le carburateur qu'il nettoyait et a dit « T'as besoin d'un endroit pour crècher. » Ouais, ai-je dit. Tu peux prendre l'étage. T'inquiète pas pour le loyer pour l'instant. On s'arrangera. J'ai hoché la tête, ressentant ce genre de gratitude pour laquelle on n'a pas de mots. L'appartement était petit, une pièce avec une kitchenette, une salle de bain à peine assez grande pour se retourner. La fenêtre donnait sur la rue principale. La pluie avait enfin cessé, laissant le pavé sombre et brillant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un endroit où je pouvais respirer. J'ai déposé mon sac à l'intérieur et je me suis assis sur le bord du lit étroit. Toute ma vie changeait, mais à ce moment-là, le silence ressemblait à un cadeau. Vers l'heure du déjeuner, mon téléphone a vibré. Valérie encore. J'ai répondu. Salut Philippe, a-t-elle dit, la voix stable mais tendue. Tu es en sécurité? Je suis bien, chez Laurent. Bien. Écoute. Elle a hésité et j'ai pu l'entendre prendre une profonde inspiration. Solange et moi nous sommes vus ce matin. On a trouvé des choses. Tu dois venir au bistrot sur les quais. Elle t'expliquera. Quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac. J'y suis dans 20 minutes, ai-je dit. Le bistrot sentait la graisse de bacon et le café brûlé, comme depuis 30 ans. Valérie était assise dans une banquette vers le fond, les mains enroulées autour d'une tasse. Solange était en face d'elle, tapotant un stylo contre une pile de papier. Elles ont toutes les deux levé les yeux quand je me suis approché. Solange m'a fait signe de m'asseoir. Philippe, nous avons du nouveau. Ça sent les ennuis, ai-je dit. C'en est pour eux, a répondu Solange. Pas pour vous. Elle a glissé un morceau de papier vers moi. Un relevé bancaire. Mon nom, la signature de Sylvie gribouillée sur un bordereau de retrait. C'est de la Banque Populaire, a-t-elle dit. Sylvie a essayé de bloquer votre carte de débit hier soir. J'ai soupiré. Ça m'étonne pas. Mais voici la partie intéressante, a continué Solange. Elle ne savait pas que la banque garde les bordereaux de retrait signés dans les dossiers. J'ai demandé des copies. Regardez les dates. Je les ai parcourus. De petits retraits. 20 € ici, 40 là, un autre de 30. Ça ne semblait pas grand-chose jusqu'à ce que je remarque où l'argent allait. Un compte séparé au nom de Didier. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Solange s'est adossée. D'après ce qu'on peut dire, au moins 1 an. Valérie a serré la mâchoire. Il m'a dit qu'il était à court d'argent à cause des réparations de la voiture. J'ai payé la moitié de ses réparations. Elle a pris une respiration tremblante.
J'aurais dû le voir, a-t-elle chuchoté. J'ai regardé Valérie, cette femme qui avait monté mes escaliers comme une tempête la veille, et j'ai réalisé qu'elle n'était pas juste en colère. Elle était anéantie, trahie à un niveau que je comprenais trop bien. On n'a pas fini, a dit Solange, rouvrant son dossier. Il y a plus. Elle a tenu un morceau de papier brûlé, au bord noirci, le lettrage à moitié parti. C'était dans votre maison, Philippe. Sous le lavabo de la salle de bain. Je l'ai pris avec précaution. Ça ressemblait à une partie d'une carte de vœux. Une carte d'anniversaire, peut-être. L'écriture était celle de Sylvie, et en dessous, une ligne qui m'a serré la poitrine, juste comme on en a plaisanté cet été-là à Honfleur. J'ai froncé les sourcils. On n'est jamais allé à Honfleur. Non, a dit Valérie d'une voix plate. Mais Didier et Sylvie sont allés avec les enfants de ma sœur il y a 6 ans. Un goût aigre remplit ma bouche. Depuis combien de temps pensez-vous que ça dure, ai-je demandé doucement. Solange a croisé les mains. Assez longtemps pour qu'on ne traite pas ça comme un dérapage. On traite ça comme un modèle, un plan. Et la meilleure partie, c'est que leur propre négligence vous donne tout ce dont vous avez besoin. Je me suis reculé, laissant les mots s'installer. Le selfie de Didier en serviette, les virements bancaires, la carte brûlée, la baignoire, 24 ans de mariage se dissolvant en une série de choix stupides et imprudents. D'accord, ai-je dit. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Valérie s'est penchée en avant. On les frappe publiquement. Solange a hoché la tête. Il y a un événement à la salle paroissiale la semaine prochaine, non? Ouais, ai-je dit. La fête de communion du neveu de Sylvie. Parfait, a dit Solange. Tous ceux qui comptent pour eux seront là. Famille, voisins, amis de l'église. Nous présenterons tout calmement, légalement, et à la vue de tous. Valérie a fait craquer ses articulations. Ils nous ont humiliés en privé. Nous montrerons la vérité en public. J'ai pris une lente respiration. Ce n'était pas une vengeance comme les hommes plus jeunes l'imaginent, crier, donner des coups de poing. C'était plus calme, plus tranchant, une sorte de justice froide qui ne laissait pas de bleu, seulement des conséquences. Solange a rassemblé ses papiers. Une dernière chose. Cela ne fonctionnera que si vous restez calme. Sylvie se nourrit du chaos émotionnel. Si vous criez, elle gagne. J'ai hoché la tête. Je peux rester calme. Et je le pensais. La colère avait refroidi en quelque chose de plus dur, de plus stable. Un homme ne survit pas 56 ans sans apprendre à respirer à travers la douleur. Alors que nous nous levions pour partir, Valérie a touché mon épaule. Philippe. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul là-dedans. Plus maintenant. Je ne savais pas à quel point cela comptait jusqu'à ce moment-là. Parfois, le réconfort le plus fort au monde est quelqu'un disant simplement qu'il voit votre douleur. Je suis sorti du bistrot dans l'après-midi nuageux de Rouen, me sentant plus ancré que je ne l'avais été depuis hier. Je n'étais pas guéri, loin de là. Mais pour la première fois depuis l'ouverture de cette porte de salle de bain, je savais exactement ce que je devais faire. J'ai passé la semaine suivante à vivre dans ce petit appartement au-dessus du garage de Laurent, écoutant le bourdonnement de la circulation sur la route principale la nuit et le cliquetis des outils d'en bas pendant la journée. Ce n'était pas chez moi, mais c'était assez calme pour que j'entende mes propres pensées, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Chaque nuit, je m'asseyais près de la fenêtre en regardant les lampadaires clignoter sur le pavé humide. Certaines nuits, je pleurais. D'autres nuits, je ne ressentais rien du tout. Mais chaque nuit, la même phrase tournait dans mon esprit, 24 ans et c'est là que j'ai fini. Pourtant, le plan me donnait quelque chose à quoi me raccrocher. Solange appelait tous les soirs pour peaufiner les détails. Valérie prenait des nouvelles aussi, plus en colère, mais concentrée, déterminée. Nous étions deux personnes qui avaient traversé le même feu. Cela a créé une sorte de lien auquel je ne m'attendais jamais. Le mercredi matin, j'étais prêt. La fête de communion du neveu de Sylvie, Caleb, était prévue pour dimanche soir à la salle des fêtes paroissiales. Je suis allé parler au père Michel 2 jours avant. Je ne lui ai pas tout dit, les prêtres entendent assez de misère comme ça, mais je lui ai demandé franchement s'il serait inapproprié de venir. Il m'a étudié calmement un moment, puis a dit, « Philippe, si tu crois que ta présence est honnête et non vengeresse, tu viens. » La vérité ne devrait pas se cacher. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre ces mots. Le dimanche après-midi,
le ciel au-dessus de Rouen avait viré à un bleu pâle et doux. Une de ces soirées calmes qui vous trompent presque en vous faisant croire que rien de mauvais ne pourrait jamais arriver dans le monde. Je me suis habillé simplement, un jean propre, une chemise repassée, les bottines que je garde pour la messe. Pas un homme essayant d'impressionner qui que ce soit, juste un homme essayant de se tenir droit. Quand je suis arrivé à la salle, le parking était déjà à moitié plein. Des familles portant des plats, des gamins en chemise repassée, de vieux couples souriant et traînant les pieds vers les portes. Je suis resté dehors quelques secondes, inspirant l'air frais. Mon cœur ne s'emballait pas. Il était stable, trop stable. Comme le moment avant qu'un orage longtemps retardé n'éclate. À l'intérieur, la salle était décorée de ballons bleus et argentés, de tables pliantes couvertes de nappes blanches, de plateaux de nourriture alignés près de la cuisine. L'odeur des boulettes de viande, de la salade piémontaise et des desserts flottait dans la pièce. Sylvie se tenait près de la table des rafraîchissements, parlant avec animation avec deux femmes de la chorale. Didier se tenait à côté d'elle, habillé comme s'il auditionnait pour une brochure paroissiale. Quand il m'a vu, la couleur a quitté son visage. Le sourire de Sylvie a vacillé. J'ai regardé ses lèvres former les mots « Qu'est-ce qu'il fait là ?» Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas fait signe. Je suis simplement entré lentement comme un homme qui avait tout le droit d'être là. Et je l'avais. Valérie m'a repéré la première. Elle s'est approchée avec un hochement de tête, raide mais rassurant. Derrière elle se trouvait Solange, portant un dossier bien rangé sous le bras et affichant une expression calme et illisible qui, d'une certaine manière, me faisait me sentir 10 fois plus courageux. « Tu es prêt ?» a demandé Valérie. « Aussi prêt qu'un homme peut l'être, ai-je dit. » Solange a touché mon coude. « Rappelez-vous, n'élevez pas la voix. Laissez la vérité crier. » Quelques minutes plus tard, le père Michel a rassemblé tout le monde pour féliciter Caleb. La salle s'est rassemblée près des assiettes de nourriture et les murmures se sont tus alors qu'il commençait à parler. Mais avant qu'il ne puisse finir, Valérie s'est éclairci la gorge, fort, net. « Mon père, a-t-elle dit, nous avons besoin d'un moment. » Sylvie s'est tournée vers nous, les yeux plissés. « Valérie, qu'est-ce que tu fais ?» Valérie n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a levé une pile de papier. « Ceci, a-t-elle annoncé, est ce que votre mari a fait et avec qui il l'a fait. » La salle s'est figée. Le visage de Sylvie s'est vidé de son sang. Carole a marqué une pause. « Pas ici. »« Oh, si, » a dit Valérie. « Ici. » La foule a bougé mal à l'aise. Quelques chuchotements ont parcouru la salle. Solange s'est avancée. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Dans l'intérêt de l'honnêteté, a-t-elle commencé, Philippe et Valérie ont choisi de présenter la vérité sur ce qui se passe derrière des portes closes. Elle a ouvert le dossier. La première page était une photographie prise par Solange de Didier et Sylvie dans la baignoire, serviette serrée, la vapeur tourbillonnant encore. Un hoquet collectif a rempli la pièce. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Sylvie s'est précipitée vers Solange. « Donne-moi ça. » Mais Solange s'est écartée avec fluidité, et la page suivante est sortie, le relevé bancaire, les virements, les dates, les signatures, les lignes reliant une trahison à une autre. Puis est venu le morceau brûlé de la carte d'anniversaire, la référence à Honfleur, les années de tromperie tirées au clair. Didier a émis un son étranglé. « Valérie, s'il te plaît. »« Oh, ta gueule » a claqué Valérie. « Tu en as assez dit. » Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas bougé. Je me tenais tranquillement à côté de Solange alors que chaque preuve était révélée. Et puis est venu le moment dont je me souviendrai pour le restant de mes jours. Didier a bondi. Pas sur moi, pas sur Valérie. Il a bondi sur le dossier de Solange, les bras tendus, le visage tordu, essayant d'arracher les papiers avant que le suivant ne puisse être montré. Mais dans sa panique, il a oublié une chose. L'énorme saladier de Charlotte aux fraises de tante Lorraine posé juste au bord de la table du buffet. Son pied a heurté le pied de la table. Le saladier a vacillé. Puis il a basculé. Et Didier Lecomte, 52 ans, père de 2 enfants, bricoleur autoproclamé, est tombé comme un sac de patates, directement sur le carrelage, couvert du cou à la taille de crème et de fruits rouges, des papiers voletant comme des oiseaux confus autour de lui. Quelques personnes ont halté. Quelques autres ont essayé de ne pas rire. Le père Michel a fermé les yeux et a chuchoté quelque chose qui aurait pu être une prière. Puis de la table de devant, une dame âgée, Madame Martin,
80 ans, dur d'oreille mais vive comme l'éclair, s'est penché vers son ami et a dit assez fort pour que toute la salle entende, « Eh bien, il était temps que quelqu'un tienne tête à ces deux-là point. » L'endroit a explosé, pas en acclamation, pas en huée, juste le bruit brut et stupéfait de la vérité éclatant comme un coup de tonnerre. Sylvie a commencé à pleurer. « Philippe, tu n'avais pas à m'humilier devant tout le monde. » Je me suis tourné vers elle, et pour une fois, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti de la clarté. « Sylvie, ai-je dit doucement. Je ne t'ai pas humilié. Tu t'es humilié toi-même le jour où tu as oublié ce que signifiait 24 ans. » La salle est redevenue silencieuse. Complètement silencieuse. Même les enfants ont arrêté de gigoter. Puis, comme un point final, un gendarme, l'un des cousins de Valérie, s'est avancé et a tendu à Didier un ensemble de documents pliés. « Monsieur le comte, a-t-il dit, vous voudrez lire ça. Enquête financière. Vous aurez bientôt des nouvelles du tribunal. » Didier ressemblait à un homme qui se noie. Je n'ai pas attendu le reste. Je n'en avais pas besoin. Je me suis éloigné de la foule, j'ai marché calmement vers la sortie et j'ai poussé les lourdes portes vitrées de la salle paroissiale. Dehors, l'air sentait l'herbe mouillée et les fleurs fraîches. Le ciel au-dessus de Rouen commençait à se strier d'orange alors que le soleil se couchait. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais grand à nouveau. Je ne suis pas retourné à l'appartement tout de suite. Au lieu de cela, j'ai marché lentement autour de l'église, laissant la fraîcheur du soir s'installer dans mes os. Mes mains étaient stables. Ma respiration était lente. C'était comme si quelqu'un avait enfin coupé une corde qui était enroulée serrée autour de ma poitrine depuis des années. Derrière moi, je pouvais encore entendre l'agitation étouffée à l'intérieur de la salle. Des voix s'élevant, des chaises raclant, quelqu'un criant le nom de Didier, mais tout cela s'estompait maintenant. Ce n'était plus à moi de porter ça. Je me suis dirigé vers mon camion garé sous un vieux chêne de l'autre côté du parking. En montant et en fermant la porte, le calme à l'intérieur de l'habitacle a semblé être une bénédiction. J'ai posé mon front sur le volant et j'ai laissé échapper un long soupir que je ne savais pas que je retenais. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas vengeur. Je me sentais libre. Et à 56 ans, la liberté frappe différemment. Elle ne vient pas avec des feux d'artifice. Elle vient comme une couverture chaude sur des épaules fatiguées. Le lendemain matin, j'ai rencontré Solange au palais de justice de Rouen pour déposer les papiers initiaux. Elle a traversé le processus comme si elle l'avait fait 1000 fois, expliquant tout dans un langage simple et direct. Je n'ai pas eu à demander 2 fois. Elle anticipait chaque question. « Philippe, a-t-elle dit alors que nous sortions sur les marches du tribunal, vous vous êtes comporté avec dignité hier soir. Peu de gens auraient pu faire ça. Je ne me sentais pas digne, lui ai-je dit. Je me sentais engourdi. C'est une partie de la dignité, a-t-elle dit. Restez stable quand tout votre monde se fissure. Nous nous sommes séparés sur le parking. Elle m'a donné une poignée de main ferme avant de monter dans sa voiture. Valérie m'a appelé cet après-midi-là. Elle semblait épuisée mais plus légère, comme quelqu'un qui avait enfin pleuré 3 décennies de frustration. Philippe, merci, a-t-elle dit, d'avoir été là avec moi. Je n'ai pas fait grand-chose, ai-je répondu. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Elle est restée silencieuse un moment. Il déménage aujourd'hui, a-t-elle dit finalement. Je lui ai dit de faire un sac et de partir. Je ne le veux pas dans ma maison 1 heure de plus. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas le voir. Tu t'en sortiras. Nous deux, a-t-elle dit. Peut-être qu'on devrait prendre un café la semaine prochaine. Pas comme un rendez-vous, juste comme 2 personnes qui ont survécu à la même tempête. J'ai souri doucement. J'aimerais bien. 1 semaine plus tard, j'ai réemménagé dans ma maison. Pas parce que Sylvie a déménagé gracieusement. Elle ne l'a pas fait. Pas parce que c'était confortable. Ça ne l'était pas. J'ai réemménagé parce que c'était à moi. Et parce que Solange s'est assurée que le tribunal comprenne bien quel nom était sur l'acte de propriété, quel argent avait payé les factures, et quelle confiance avait été brisée. La maison semblait différente dès que je suis entré. Plus calme, un peu plus vide, mais aussi un peu plus mienne. J'ai passé les 2 premières heures à marcher dans chaque pièce, ouvrant les fenêtres pour laisser entrer l'air d'automne. Les rideaux volaient comme s'ils avaient attendu que quelque chose les réveille. Dans la salle de bain du couloir, celle où tout s'était effondré, je suis resté longtemps à fixer la baignoire.
Je m'attendais à moitié à ce que les souvenirs piquent comme du jus de citron sur une coupure. Mais étonnamment, non. Ce n'étaient que des souvenirs. Aigus, bien sûr, mais plus des blessures. J'ai remarqué quelque chose qui dépassait dessous le lavabo. Quand je l'ai tiré, mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Cette même serviette à fleurs roses dans laquelle Didier s'était enveloppé. Je l'ai tenue quelques secondes. Elle était douce, effilochée sur les bords. Sylvie l'utilisait pour envelopper ses cheveux après les avoir teints. Je ne l'ai pas jetée à la poubelle. Je ne l'ai pas brûlée. Je l'ai pliée soigneusement, placée dans un sac en papier, et je l'ai conduite directement à la boîte de dons de la Croix-Rouge. Que quelqu'un d'autre décide de son sort. Ce n'était plus à moi de la porter. Au cours du mois suivant, la vie s'est installée dans quelque chose de calme mais stable. Je me suis habitué à cuisiner pour moi à nouveau. Certains soirs, je faisais des choses simples, croque-monsieur, soupe. D'autres soirs, j'essayais des repas plus élaborés. J'ai même appris à faire un rôti de porc à peu près décent, le genre que ma mère faisait le mardi soir quand j'étais gosse. À ma 3e tentative, c'était enfin réussi. Bord croustillant, sauce parfaite, la totale. J'en ai coupé une part et je l'ai apportée chez le voisin, Monsieur Jenkins, le veuf qui vivait seul depuis 2015. Il a ouvert la porte lentement, ajustant ses lunettes quand il m'a vu. « Eh bien ça alors, a-t-il dit. Philippe Dubois qui apporte le dîner. Je devrais vérifier si c'est la fin du monde? J'ai juste pensé que vous aimeriez une assiette, lui ai-je dit. Il a reniflé, les sourcils levés. Ça sent comme un mardi soir en 78. J'ai ri. Un grand compliment. Nous avons fini par parler sur son Porsche pendant 1 heure des nouvelles, du temps, de rien et de tout. C'était la première fois depuis longtemps que j'appréciais le silence entre les mots. Le divorce a été finalisé 3 mois plus tard. Je n'ai pas fêté ça. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste pris une longue respiration régulière qui semblait s'étirer sur 24 ans et a finalement lâché prise. Un soir, alors que j'étais assis à ma table de cuisine, le soleil se couchant orange sur le quartier, je me suis retrouvé à tenir ma vieille alliance. Je l'ai tournée dans mes doigts, senti son poids. Ça ne faisait pas mal comme je le pensais. C'était juste une bague, et j'étais juste un homme qui avait appris quelque chose de dur et d'important. On peut perdre la personne avec qui on a construit une vie et quand même reconstruire sa vie. On peut tomber à 56 ans et se relever. Parfois plus lentement, parfois en tremblant, mais plus fort. Pas parce qu'on veut se venger, mais parce qu'on veut la paix. J'ai posé la bague, je me suis levé doucement et j'ai ouvert la fenêtre au-dessus de l'évier. L'air frais a dérivé à l'intérieur, portant l'odeur de l'herbe coupée et de quelqu'un faisant un barbecue dans la rue. J'ai chuchoté presque pour moi-même. Il s'avère que recommencer à 56 ans n'est pas la fin. C'est juste le premier jour honnête du reste de ta vie. Et je le croyais. Si vous avez plus de 50 ans et que cette histoire vous a donné un peu de force aujourd'hui, si elle vous a rappelé que la dignité compte toujours ou que vous n'êtes jamais trop vieux pour vous relever, je vous serais reconnaissant de vous abonner, de partager l'histoire ou de laisser un commentaire sur votre propre parcours. Peut-être que votre voix donnera à quelqu'un d'autre le courage dont il a besoin.